Le tatouage. Ceci se passait en un temps où les gens possédaient encore la vertu précieuse de faire, comme on dit, des folies. Suffisamment du moins pour que les rouages du monde, à la différence d'aujourd'hui, ne grincent pas trop fort. Un instant où bouffons et serveurs de thé gagnaient bien leur vie à vendre des histoires drôles pour chasser tout nuage du front serein des grands seigneurs et de la jeunesse dorée, et au palais, faire rire sans fin servantes et prostituées de luxe, si bien que le monde allait sans heurts son petit train. Dans les théâtres et les brochures illustrées du temps, les Sadakuro, Narukami et Jiraiya, muets en héroïnes, alliaient toujours la force à la beauté et la laideur à l'impuissance. C'était à qui serait le plus beau. Tous en venaient à se faire instiller l'encre du tatouage dans ce corps qui pourtant est un don du ciel. Et somptueuses, voire puissamment odoriférantes, lignes et couleurs dansaient alors sur la peau des gens. Pour se rendre au quartier galant par la piste dite aux chevaux, les visiteurs en palanquin choisissaient les porteurs les plus richement tatoués. Et c'est pour les hommes à beau tatouage que les belles de Tatsumi avaient le coup de foudre. Il va sans dire que piliers de tripots et sapeurs-pompiers se faisaient tatouer, mais aussi les bourgeois et plus rarement les samouraïs. Au concours de tatouage qui, de temps à autre, se tenait à Ryogoku, les participants tapotant chacun son épiderme échangeaient leurs critiques, exaltaient l'originalité du motif de leur invention. Un jeune tatoueur du nom de Seikichi était orfèvre en la matière, célébré comme étant au moins aussi habile que Charibun d'Asakusa, que Yapei et de Konkonjiro de la rue Matsushima, et d'autres encore. C'était par dizaines que les clients déployaient le satin vierge de leur épiderme sous la pointe de ses pinceaux. La plupart des tatouages les plus hautement prisés lors des concours étaient des œuvres de sa main. Si d'Arumakin passait pour le spécialiste des tons dégradés, si de Karakusoganta on portait au nu les tatouages au cinabre, Seikichi les surpassait encore en réputation par ses singulières compositions et la souplesse voluptueuse de ses tracés. D'abord fanatique de l'école Toyokuni et de Kunisada, il avait vécu de sa production d'estampes. Déchu au rang de tatoueur, il avait néanmoins conservé de l'artiste d'autrefois la conscience scrupuleuse et l'aiguë sensibilité. Faute d'une ossature et d'une peau capable de le séduire, vous perdiez votre temps à vouloir racheter son concours. Et si, par hasard, il consentait, il fallait lui donner carte blanche pour le choix de la composition, comme pour le prix. Et subir, de plus d'un mois, 2 mois durant, l'insupportable supplice de ses aiguilles. Un vœu très longtemps caressé et des jouissances inconnues d'autrui étaient enfouis au plus profond du cœur du jeune maître. Quand la pointe de ses aiguilles pénétrait les tissus, la plupart des hommes gémissaient de douleur, incapables d'endurer plus longtemps le martyre des chairs tuméfiées, cramoisies, gorgées de sang. Et plus déchirantes étaient les plaintes, plus vive était l'indicible jouissance qu'étrangement il éprouvait. Il avait une prédilection marquée pour 2 techniques réputées particulièrement douloureuses, le tatouage au cinabre et le tatouage à coloris dégradé. Quand, dans une seule journée, après avoir en moyenne subi la perforation de 5 ou 600 aiguilles, on ressortait du bain chaud destiné à aviver les couleurs, c'était pour s'abattre à moitié mort aux pieds de Seikichi, et l'on restait un bon moment incapable du moindre mouvement. Et lui, contemplant d'un œil glacé la forme misérable, ne manquait jamais de dire avec un sourire de satisfaction « Vrai, ce que vous devez avoir mal ». Quand il avait affaire à une poule mouillée qui, toute honte but, tordait la bouche et serrait les dents, comme à l'agonie, en poussant des petits cris de détresse, il lançait « Tu es pourtant un gars d'Edo, prends ton mal en patience ». C'est bien connu qu'elles font atrocement mal, les aiguilles de Seikichi. Tout en jetant des regards de coin sur la face ruisselante de larmes, il poursuivait comme si de rien n'était ces perforations, ou encore, si quelqu'un était assez maître de soi pour tout supporter sans broncher, sans un seul froncement des sourcils,
Il riait en découvrant ses dents blanches. Oui, oui, tu veux te donner des airs de dur, mais tu vas voir. Ça va se mettre à t'élancer si fort que tu auras beau faire, tu ne pourras plus y tenir. Son vœu secret depuis des années était de trouver une femme d'une incomparable beauté, d'un éclat éblouissant, en qui il peut instiller toute son âme. Pour la nature profonde, comme pour la physionomie, elle devait répondre à diverses exigences. Un joli minois, une jolie peau sans plus, ne pouvaient le satisfaire. Il avait bien étudié, l'une après l'autre, toutes les femmes célébrées par les quartiers de plaisir de la capitale, mais sans réussir à en découvrir une dont la saveur et la tonalité répondissent tout à fait à son attente. Depuis 3 ans, 4 ans, il rêvait en vain de cette femme encore jamais vue, dont son esprit lui dessinait la silhouette et les formes. Pourtant, il n'avait pas renoncé à son cher désir. Or, un soir d'été de la 4e année, passant devant le restaurant Hidasei à Fukagawa, il avisa soudain, dépassant du store en tige de bambou d'un palanquin arrêté devant la porte, un pied nu de femme d'une blancheur de neige. Pour un œil aussi pénétrant que le sien, les pieds d'un être humain reflétaient autant que le visage tout un jeu d'expressions complexes. Et le pied de cette femme lui apparut comme un inestimable joyau de chair. La disposition harmonieuse des 5 orteils déployant leur délicat éventail, depuis le pouce jusqu'au petit doigt, le rose des ongles qui ne le cédait en rien aux coquillages qu'on ramasse sur les plages d'Enoshima, l'arrondi du talon pareil à celui d'une perle, la fraîcheur lustrée d'une peau dont on pouvait se demander si une eau vive jaillissant entre les rochers ne venait pas inlassablement la baigner. Oui, c'était bien là un pied qui sous peu piétinerait les mâles et se gorgerait de leur sang vif. Et la femme à qui il appartenait lui paraissait bien être celle entre toutes qu'il s'épuisait à chercher depuis tant d'années. Réprimant l'émotion qui faisait battre son cœur, Seikichi, dans son désir d'apercevoir le visage de cette femme, se lança à la poursuite du palanquin, mais après 200 ou 300 mètres, il ne le vit plus. L'année s'acheva et la secrète attirance s'était muée en passion violente. Déjà le printemps de la 5e année s'acheminait vers son déclin. Un matin, dans son logis du moment rue Saga, à Fukagawa, Seikichi mordillait les brins de bambou d'une brosse à dents en contemplant sur la véranda, aux lattes verdies ses rodéas, en pot, quand il comprit que quelqu'un arrivait dans le jardin par la porte de derrière et vit surgir de la haie une jeune fille qu'il n'avait jamais vue. Elle venait de la part d'une geisha de Tatsumi, que Seikichi fréquentait. « Mademoiselle m'a chargé de vous remettre ce surtout et vous prie de bien vouloir peindre quelques motifs sur la doublure. » Elle dénoua le carré de tissu jaune d'or, en tira un surtout de femme enveloppé dans un grand papier décoré d'un portrait d'Iwai Tojako, ainsi qu'une lettre. Après la requête, accompagnée de 1000 remerciements au sujet du vêtement, l'auteur de la lettre ajoutait « Cette jeune commissionnaire est appelée à faire très prochainement et sous ma houlette ses débuts de geisha. Je vous saurais un gré infini de bien vouloir aider à la promouvoir, sans toutefois m'oublier moi-même. Je me disais bien que je ne connaissais pas ton visage. Tu es donc toute nouvelle par ici. » En se disant, il n'arrêtait pas d'étudier la jeune personne. Elle semblait avoir à peine 16 ou 17 ans. Mais quel étrange visage! C'était déjà le masque inquiétant d'une femme adulte, au long passé dans les quartiers de plaisir, où elle aurait jonglé avec la vie de dizaines et de dizaines d'hommes. C'était la beauté même que voulait voir surgir de leurs rêves sans nombre une foule d'élégants ou d'élégantes qui, depuis tant et tant de décennies, se sont succédés dans la vie et dans la mort au sein de cette capitale où s'engouffrent les trésors et les vices du pays tout entier. Est-ce que vers juin de l'année dernière, tu ne serais pas reparti en palanquin du restaurant Hidasei? Tout en lui posant la question, Seikichi avait fait asseoir la jeune fille dans la véranda et examinait avec une minutie extrême l'exquise perfection des pieds nus posés sur leur socle de bois. Si, à cette époque, j'avais encore mon père. C'est souvent que nous allions au Hidasei
répondit-elle en riant de cette drôle de question. Voilà 5 longues années que je t'attends. C'est la première fois que je vois ton visage, mais de ton pied je me souviens bien. Je voudrais te montrer quelque chose. Viens là-haut passer tranquillement un petit moment. Comme elle prenait congé et se disposait à partir, Seikichi l'entraîna par la main au premier étage dans une pièce qui donnait sur le fleuve. Là, sortant de leur étui 2 peintures sur rouleau, il en déploya une devant la jeune fille. Elle représentait Baozi, favorite du roi Zhou, tyran de la plus ancienne Chine. Son corps svelte appuyait avec abandon contre la courbure d'une balustrade, comme s'il avait peine à supporter le poids de la couronne d'or incrustée de coraux et d'aigues marines. Elle laissait sa traîne de tulle de soie damassée se répandre en volutes aériennes sur les marches d'un perron. Vidant de la main droite une grande coupe, elle contemplait un homme sur le point d'être immolé pour un sacrifice. Bras et jambes liés par des chaînes de fer à un poteau de cuivre, il fermait les yeux et baissait la tête devant la princesse dans l'attente de son dernier instant. La grâce de la princesse, la mine de l'homme, tout était rendu avec un art qui faisait frémir. La fille resta un bon moment les yeux rivés à cette singulière image, tandis qu'à son insu ses yeux prenaient un éclat plus vif et que ses lèvres se mettaient à trembler. Par un curieux phénomène, ses traits peu à peu finirent par ressembler à ceux de la princesse. Elle avait là la révélation de son véritable moi. « Oui, c'est bien ton âme qui se reflète dans ce tableau », lui dit Seikichi avec un sourire charmant et en plongeant son regard dans celui de la jeune fille. « Pourquoi me montrer une chose aussi terrifiante ?» demanda-t-elle en levant vers lui un visage décomposé. « La femme de cette image, c'est toi. Je parierais que son sang coule dans tes veines. » Et Seikichi déploya le second rouleau. Il avait pour titre La Fumue. Une jeune femme, réfugiée sous le couvert d'un cerisier, en occupait le centre. Elle ne détachait pas ses regards du monceau de cadavres d'hommes gisant pêle-mêle à ses pieds. Autour d'elle voletaient des nuées d'oiseaux chantant victoire, tandis que son œil rayonnait d'un orgueil et d'une jouissance qu'elle ne parvenait pas à contenir. Était-ce un champ de bataille après la tuerie, un jardin fleuri au printemps? Devant cette image, la jeune visiteuse avait le sentiment de découvrir au terme d'une longue recherche quelque chose d'embusqué au fond de son propre cœur. Ceci est l'image même de ton avenir. Tous ces hommes abattus là, ce sont ceux qui te sacrifieront leur vie. En se disant, Seikichi désignait à la jeune fille sur le rouleau peint la femme qui lui ressemblait trait pour trait. Au nom du ciel, rangez vite cette chose. Comme pour se dérober à une puissante attirance, elle tourna le dos et se blottit à plat ventre sur les nattes. Mais bientôt ses lèvres furent reprises par leur tremblement. Oui, maître, je l'avoue, vous avez deviné juste. Je suis comme la femme de l'image. C'est pourquoi je vous en prie, épargnez-moi, rangez vite cette chose. Arrête ces propos de lâche et regarde plutôt de tous tes yeux. Crois-moi, l'effroi que te cause cette image n'est l'affaire que d'un instant. Sur la face de Seikichi flottait son mauvais sourire habituel. La fille, cependant, ne consentait pas à relever la tête. Toujours blottie par terre, le visage enfoui dans la manche de son kimono de dessous, elle ne cessait de répéter « Maître, je vous en supplie, laissez-moi partir. Près de vous, j'ai peur. » Attends donc. Je veux faire de toi, moi, une femme splendide. Tout en parlant, il s'était, sans en avoir l'air, rapproché de la jeune fille. Tout à l'heure, à l'insu de celle-ci, il avait dissimulé sous le revers de son kimono une fiole de narcotique qu'un médecin formé aux méthodes hollandaises lui avait donnée autrefois. Un soleil radieux frappait de plein fouet la surface du fleuve et semblait incendier la pièce de 8 nattes. Réverbérés par le miroir des eaux, ses rayons irisaient d'ondes dorées le papier des cloisons coulissantes et l'innocent visage de la jeune endormie. Porte hermétiquement close, Seikichi, son matériel à la main, resta un bon moment assis sans bouger sur les nattes, plongé dans le ravissement. Pour la première fois, il pouvait jouir profondément de l'étrange physionomie de cette fille.
Il avait l'impression qu'il pourrait, assis là, dans cette pièce, se recueillir devant ce visage immobile, 10 ans, un siècle, sans jamais connaître la satiété. De même que le peuple de l'antique Memphis avait orné de pyramides et de sphinx la majesté de la terre et du ciel de l'Égypte, ainsi Seikichi s'apprêtait-il à parer des couleurs de son amour l'épiderme virginal de cette beauté humaine. Bientôt, serrant son pinceau entre pouce, annulaire et petit doigt de la main gauche, il en appliqua la pointe sur le dos de la jeune fille et là, de la main droite, enfonça son aiguille. Fondue dans l'encre de Chine, l'âme du jeune tatoueur entrait dans les tissus. Chaque goutte instillée de cinabre de Ryokyo, diluée dans l'alcool de riz, était comme une goutte de sa propre vie. Il y voyait la couleur même des émois de son âme. Midi était passé presque à son insu et la paisible journée de printemps s'acheminait doucement vers son déclin. Que Seikichi ne s'accordait toujours aucune pause et que rien ne venait rompre le sommeil de la jeune fille. Inquiet d'un retour aussi tardif, son porteur de shamisen, venu la chercher, s'était vu renvoyer avec cette réponse. « La jeune fille, mais voilà belle lurette qu'elle est repartie. » Quand la lune suspendue au-dessus de la résidence en Edo du clan de Tosa, sur la rive d'en face, déversa sa lumière irréelle dans les pièces des maisons en bordure du fleuve, Seikichi n'était pas encore à la moitié de son ouvrage et ravivait avec acharnement la flamme des bougies. Chaque instillation d'encre lui coûtait un effort infini. Chaque mouvement pour enfoncer et retirer l'aiguille lui arrachait un profond soupir, comme s'il perçait son propre cœur. Peu à peu, les marques laissées par l'aiguille ébauchèrent la forme d'une énorme tarentule. Et quand le ciel nocturne recommença à blanchir, la bête étrange démoniaque, comme à l'affût, déployait ses 8 pattes sur toute la surface du dos. La nuit printanière fit place au point du jour dans les bruits d'aviron des barges remontant et descendant la rivière, à l'heure où parmi la brume en train de s'effilocher au-dessus des voiles blanches gonflées par la brise matinale et glissant vers l'aval, étincelèrent les toits des tuiles de Nakasu, de Hakosaki et de l'Eiganjima. Seikichi laissa retomber son pinceau et resta en contemplation devant l'araignée incrustée dans le dos de la jeune fille. Oui, toute sa vie avait passé dans ce tatouage et maintenant qu'il avait achevé son travail, il se sentait dans l'âme un vide immense. Un moment encore, les 2 silhouettes demeurèrent ainsi complètement immobiles, et puis très faible, un peu rauque, une voix vibra incertaine entre les 4 murs de la chambre. Pour faire de toi une femme vraiment belle, c'est toute mon âme que je t'ai instillée avec mes encres. Désormais, dans tout le Japon, aucune femme ne te surpassera. Te voilà délivré de ce qu'il y avait de pusillanime en toi. Tous les hommes, oui, tous, seront ta riche pâture. Perçut-elle ces paroles? Une faible plainte aussi ténue qu'un fil monta jusqu'à ses lèvres. Peu à peu, elle reprit ses sens. Au rythme de sa respiration qui lourdement soulevait et laissait retomber ses épaules, les pattes de l'araignée s'étiraient, se contractaient, comme celle d'une bête vivante. Ça doit te faire mal, cette araignée qui enserre ton corps entre ses pattes. À ces mots, la fille entr'ouvrit des yeux un peu perdus dans le vague. Petit à petit, comme croît la clarté de la lune montante, ses prunelles s'illuminèrent, éclairant le visage de l'homme. « Maître, faites-moi vite voir mon tatouage. Si c'est votre vie que j'ai reçue en moi, alors comme je dois être devenue belle. » Ces paroles semblaient avoir le flou du rêve, mais il y avait dans la voix je ne sais quoi de subtilement pénétrant. « Allons, viens prendre un bain très chaud pour raviver les couleurs. Tu auras sûrement mal, mais tâche de prendre sur toi. » lui murmura à l'oreille Seikichi pour lui donner du courage. « Pour devenir belle, je suis prête à tout endurer. » dit-elle, réprimant sa douleur et s'efforçant de sourire. « Ah, l'eau pénètre, comme ça fait mal. Maître, au nom du ciel, laissez-moi seul. S'il vous plaît, attendez-moi à l'étage. Je m'en voudrais d'être vu par un homme en si piteux état. »
Quand elle sortit du bain, elle n'avait même pas le courage de s'essuyer, mais écarta sans ménagement la main secourable de Seikichi. Déchirée par une douleur atroce, sur la clé de la salle de bain où elle restait affalée, elle geignait comme une proie à un cauchemar. Comme ceux d'une folle, ses cheveux retombaient en désordre sur ses joues avec quelque chose d'aguichant. Derrière elle, contre le mur, se dressait le miroir du nécessaire de toilette. La plante de ses pieds s'y reflétait d'un blanc immaculé. Seikichi tombait des nues, tant par rapport à la veille, il la voyait transformée. Il attendit seul, à l'étage. Une demi-heure environ plus tard, elle monta. Ses cheveux frais et lavés retombaient souplement sur ses épaules et sa mise était impeccable. Le regard épanoui sous l'arc des sourcils, un regard purifié de toute ombre de souffrance. Elle leva les yeux, appuyés à la balustrade, vers l'immense ciel à peine voilé de brume. « Je te fais cadeau en plus du tatouage de ces 2 tableaux. Prends-les. Maintenant, il te faut rentrer, » dit Seikichi, et il déposa devant elle les 2 rouleaux. « Maître, me voici à présent complètement débarrassé de ma pusillanimité, et c'est vous qui, le tout premier, m'aurez servi de fumure. » Sa prunelle étincelait comme une lame d'épée, un chant de triomphe emplissait ses oreilles. « Avant de partir, laisse-moi voir encore une fois ton tatouage, » dit Seikichi. D'un signe de tête, elle acquiesça en silence et se dénuda. Juste à cet instant, le soleil levant illumina l'araignée, composant à la fille un dos éblouissant. Le tatouage est une nouvelle de Junichiro Tanizaki, extraite du recueil Le tatouage et autres récits, publié aux éditions Sillage. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.